On peut définir quantitativement l'inertie d'un objet comme étant sa masse. Donc, autrement dit, la masse d'un objet, c'est son inertie. C'est une mesure de son inertie. Plus un objet a une grande masse, plus c'est dur de le mettre en mouvement et plus c'est dur d'arrêter son mouvement. Donc, une autre façon de définir l'inertie, ça serait la difficulté à secouer un objet. Donc, plus un objet est difficile à secouer, parce que quand on secoue un objet, c'est ça, c'est qu'on est en train de modifier son état en permanence. Fait que plus un objet est dur à secouer, plus il a une grande masse. Je vous donne un devoir à faire pour que vous compreniez ça de manière vraiment intuitive. Allez à l'épicerie et prenez un chariot vide. Ensuite, prenez votre chariot et poussez-le en avant. Ensuite, reculez-le, poussez-le en avant. Donc, secouez-le d'avant à arrière. Notez la difficulté de faire ça et essayez de le faire le plus vite que vous êtes capable de le faire. Donc, de secouer votre panier le plus vite que vous pouvez. Ensuite, faites votre épicerie. Faites une grosse épicerie, de manière à ce que votre panier devienne le plus chargé possible. Alors, ça pourrait peut-être avoir l'air de ça, par exemple. Et là, refaites la même expérience. Secouez votre panier d'avant-arrière. Notez la difficulté de le faire et essayez de le faire le plus vite que vous pouvez. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ce que vous allez remarquer, c'est que c'est beaucoup plus facile de secouer le panier d'épicerie lorsqu'il est vide. Et vous êtes capable de le secouer beaucoup plus vite. Essayez de secouer le panier d'épicerie plein à la même vitesse que ce que vous secouiez le panier d'épicerie vide, vous ne serez pas capable. Vous serez carrément pas capable. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est quoi ça? Ça, c'est l'inertie. Fait que c'est vraiment une façon de sentir l'inertie dans vos muscles. Le panier d'épicerie plein a beaucoup plus d'inertie que le panier d'épicerie vide. Il est beaucoup plus dur à secouer parce qu'il a une plus grande masse. Donc, c'est beaucoup plus dur de modifier son état de mouvement. Alors, on va utiliser le concept de l'inertie pour établir la première loi du mouvement, qu'on appelle la première loi de Newton, ou encore le principe d'inertie. Alors, ce que dit cette loi, c'est qu'un objet au repos ou en mouvement rectiligne uniforme va conserver cet état de mouvement indéfiniment, à moins qu'une force ne vienne modifier cet état de mouvement. Donc, par défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, un objet qui est en mouvement va avoir tendance à vouloir continuer son état de mouvement en ligne droite à vitesse constante. Un objet qui est immobile va avoir tendance à vouloir rester immobile. Pour que ça change, il va falloir qu'une force intervienne pour modifier son état de mouvement. Mais en fait, la situation, c'est... Donc, ce que ça dit, cette loi-là, c'est que les objets ont naturellement tendance à être soit immobiles, s'ils sont déjà immobiles, ou à être en mouvement rectiligne uniforme, donc aller en ligne droite à vitesse constante, s'ils sont déjà en mouvement, comme la bicyclette là, qui est déjà en mouvement. Mais en fait, ces deux mouvements-là ont une particularité, c'est que physiquement, ils sont équivalents. Il n'y a pas vraiment de différence fondamentale aux yeux de la physique entre être immobile et être à vitesse constante en ligne droite. Dans le sens que dans les deux situations, on est à une accélération nulle. C'est-à-dire qu'on n'a pas de changement de vitesse. Fait que c'est notre ami Isaac Newton qui a vraiment énoncé cette loi-là de manière claire pour la première fois, mais en se basant en grande partie sur les travaux de Galilée. Et c'est pour ça que Isaac Newton a dit « If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. » Si j'ai pu voir plus loin, c'est parce que j'étais assis sur des épaules de géants. C'est qui les géants sur lesquels il était assis? Ben, entre autres Galilée. Alors, comme vous voyez, Isaac Newton a vécu dans les années 1600 et 1700. Mais ces fameuses lois de Newton sont enseignées à tous les gens qui étudient la physique dans le monde entier. Et ça va probablement toujours être le cas, puisque c'est vraiment la base de la mécanique. Les trois lois qui ont été énoncées par Newton sont les trois lois qui permettent de comprendre comment les objets bougent. La raison pour laquelle la physique est une science et non une pseudo-science, c'est parce qu'on peut faire des prédictions, on peut tirer de la physique des prédictions vérifiables. Alors, exemple, un scientifique nommé Edmund Halley
a appliqué les lois de Newton au mouvement des comètes et ça lui a permis de prédire à quel moment est-ce que la comète qu'on appelle aujourd'hui la comète de Halley, en son honneur, à quel moment est-ce que cette comète-là allait revenir dans le ciel. Donc, ce genre de prédiction-là, ça vient confirmer la validité des lois de Newton. Cette comète-là, elle est visible de la Terre à tous les 76 ans. Le prochain passage est prévu en 2062. Intéressant de noter que les 3 lois de Newton sont véritablement universelles, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tous les objets de l'univers, où qu'ils soient. Auparavant, les gens croyaient que les lois de la physique s'appliquaient uniquement aux objets sur Terre, et que les objets qui étaient dans l'espace n'étaient pas influencés, donc subissaient d'autres lois. Maintenant, on sait qu'il n'y a vraiment qu'une seule physique pour tous les objets de l'univers.